International sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24 Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 Numéro 1 sur l'info et le sport. À la une de l'actualité, le président de la République et l'ex-chef de l'État vont renouer le contact. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont rendez-vous mardi prochain au palais présidentiel. Lutte contre la vie chère, des comités de surveillance bientôt installés. Principale information du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, édition 2021. L'événement s'ouvre cette semaine ici à Abidjan. À suivre dans ce 12 heures l'historique du TAC. Et puis l'affectation en ligne en classe de 6e, l'opération démarre ce soir. À suivre en fin de journal les précisions du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. On ouvre ce 12 heures avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi. Au cours de ce conseil, il a été annoncé que le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo se rencontrent le mardi prochain au palais de la présidence. La réunion gouvernementale annonce également l'installation de comités locaux de lutte contre la vie chère. La journée de l'excellence a lieu cette année, le 6 août, prochain à la présidence de la République. Le point avec Tiemoko Diarasouba. Le chef de l'État avait exhorté ses concitoyens lors de la prière marquant la fête de la Tabaski à poursuivre leurs actions dans la dynamique de préservation de la paix prônée par le gouvernement. Et comme pour joindre l'acte à la parole, le porte-parole du gouvernement annonce au lendemain de cette déclaration de l'Aïd el-Kébir une rencontre entre le président de la République et Laurent Gbagbo. Une rencontre précédée d'un contact téléphonique, confirme Amadou Koulibaly. Oui, il y a eu un contact et que le président Ouattara recevra donc M. Gbagbo Laurent le mardi 27 au palais de la présidence ici. Reconnaissant la hausse de plusieurs produits de première nécessité sur le marché, le porte-parole du gouvernement donne ici les causes liées à cette augmentation des prix. Il convient d'indiquer que les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire. En effet, les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre 2020 et ont encore marqué un fort rebond au premier semestre 2021. De façon générale, le renchérissement des prix s'explique par la forte demande internationale de certains produits, le rationnement de l'offre et la hausse du coût du fret ainsi que des facteurs qui sont liés à notre pays, à savoir donc la crise énergétique que nous avons connue récemment, mais également une baisse de l'offre de certains produits agricoles. Face à cette situation, plusieurs mesures ont été arrêtées en vue d'apporter des réponses immédiates aux préoccupations des populations. Il s'agit de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également donc de renforcer la surveillance du marché, de l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Enfin, le gouvernement confirme la fin du rationnement de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national pour les ménages et les entreprises. Mieux, la normalisation de la situation permet à la Côte d'Ivoire d'avoir une réserve de 80 mégawatts. Le Conseil des ministres a aussi fait le point de la vaccination et annonce un plan d'approvisionnement en vaccins d'ici décembre 2021. On en sait plus avec Corona Sekongo. La situation sanitaire semble sous contrôle en Côte d'Ivoire, mais le coronavirus se signale toujours sous diverses manifestations. En plus des mesures barrières, le gouvernement insiste sur le port du masque et la nécessité de se faire vacciner. Le vaccin contre la COVID-19 enregistre aujourd'hui un succès. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, fait le point. 905 475 doses de vaccins ont été administrées à la date du 19
19 juillet 2021 compte 1 26 870 doses reçues à la même date, soit 88,18% avec 3 types de vaccins, AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm. Le défi majeur pour le gouvernement reste le maintien de la campagne vaccinale. À ce sujet, un plan d'approvisionnement en vaccins jusqu'en décembre 2021 est annoncé. 811 054 doses ont été administrées en première dose et 94 421 en deuxième dose. 500 000 doses d'AstraZeneca attendues d'ici fin juillet. En août, 1 700 000 doses d'AstraZeneca. En septembre, 1 million du vaccin AstraZeneca. Et d'octobre à décembre, nous attendons 3 500 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. L'objectif majeur du gouvernement est d'atteindre 60% de la population de 18 ans et plus, avec une cible mensuelle de 1 million de personnes à vacciner par mois, soit 7 millions de personnes d'ici fin 2021. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, une communication relative à la revue sectorielle 2020 du projet du contrat de désendettement et de développement C2D a été adoptée. Il ressort que toutes les conventions d'affectation pour le financement de ces deux contrats ont été signées, et ce, en dépit du contexte Covid-19 qui a fortement impacté leur mise en œuvre. Le niveau d'exécution est satisfaisant selon le gouvernement. Le porte-parole Amadou Koulibaly nous égrène ici la liste des projets d'envergure réalisés dans le cadre du C2D en 2020. Il s'agit notamment de l'agence nouvelle PSP et de l'INFAS à Boaké, de l'usine de production d'eau potable de Saint-Viateur à Cocody, de 9 châteaux d'eau à Gagnoa et à Saint-Fra, du tronçon Boaké-Ferké, de la route du Nord, des lycées professionnels de Daoukro et de Yopougon. Les livraisons se poursuivront en 2021 avec celles des cours d'appel de Korogo et de Daloa, du pont Félix Houphouët-Boigny réhabilité et de bien d'autres ouvrages. Au 31 décembre 2020, l'exécution cumulée des projets des deux C2D ont nécessité une mobilisation financière de 959,85 milliards de francs CFA et au titre de l'année 2020, 97,37 milliards de francs CFA ont été décaissés contre 109,8 milliards de francs CFA prévus, soit un taux de réalisation de prévision de 88,68%. On en vient à la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'ouvre ce dimanche 25 juillet ici à Abidjan. Durant 3 jours, plusieurs sujets seront évoqués. Il s'agit notamment de la lutte contre le terrorisme et la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Ce 9e TAC sera également marqué par un conseil de gouvernement conjoint entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux pays frères liés par une histoire de plus d'un siècle, deux nations dont la longue amitié a abouti en 2008 à la création du traité d'amitié et de coopération. Jérôme Kouakou revient sur l'historique de cette amitié ivoiro-burkinabé. L'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso remonte en 1919. À l'époque, le territoire sud de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, devient une partie de la Côte d'Ivoire coloniale. Au moment de l'indépendance des États africains, les deux pays étaient même prêts et s'étaient mis d'accord pour faire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire un seul et même pays. La preuve, le Burkina Faso est indépendant le 5 août 1960 et la Côte d'Ivoire le devient le 7 août de la même année. Voilà près d'un siècle que les destins du Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, et de la Côte d'Ivoire s'entremêlent comme ceux de jumeaux qui, au plus profond de leurs entrailles, ressentent les mêmes choses et se savent condamnés à vivre ensemble. C'est à la colonisation française que l'on doit cette histoire si particulière. Le peuple Mossi, autour duquel a été construite la Haute-Volta, commence dès 1925 à migrer vers la Côte d'Ivoire, considérée à l'époque par la France comme le nouvel Eldorado. Pour le colon, il s'agissait là de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire une main-d'œuvre abondante et disciplinée. Les voltaïques affluent alors en masse en Côte d'Ivoire et partout où il y a des plantations, d'abord en qualité de manœuvre, puis comme planteurs. Un afflux encouragé par Félix Houphouët-Boigny qui affirme en 1963 que la terre appartient à celui qui la met en valeur. La communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire est évaluée en 2014 à 3,5 millions, dont 61% nés en Côte d'Ivoire. C'est la communauté étrangère la plus importante. On les rencontre pour la plupart en milieu rural. Pour matérialiser cette étroite collaboration, il naît le 29 juillet 2008 à Ouagadougou le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. 5 objectifs majeurs sont assignés au TAC, à savoir instaurer un cadre permanent de concertation entre les deux pays, mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité des deux pays,
consolider les relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines d'intérêt commun, notamment culturels et artistiques, stimuler le processus d'intégration sous-régionale et enfin promouvoir le bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Chaque année, 240 millions de francs CFA sont mobilisés pour sa mise en œuvre. Avec le TAC, il devient plus qu'urgent de continuer de renforcer l'axe Ouagadougou-Abidjan, car comme le disait le président Alassane Ouattara lors d'une visite à Ouagadougou en 2011, chaque Ivoirien est chez lui au Burkina et chaque Burkinabé est chez lui en Côte d'Ivoire. Fin de citation. L'actualité, c'est aussi 74 agents d'affaires qui ont prêté serment hier mercredi au tribunal d'Abidjan. Ils ont juré devant les institutions judiciaires de mener à bien la mission qui leur sera confiée. Les agents d'affaires sont issus de la Chambre nationale des affaires. Maître Kakou Rémy est membre du bureau exécutif de cette chambre. Il revient sur la mission assignée à l'agent d'affaires. C'est un professionnel qui est un peu un coach auprès des opérateurs économiques, du citoyen lambda, pour lui donner des orientations dans le monde des affaires, qui reçoit un mandat de ceux-là pour les représenter dans un certain nombre de domaines, notamment le recouvrement des créances, l'administration de leurs biens, on fait aussi le courtage, la mise en relation d'opérateurs économiques, d'hommes d'affaires, pour les orienter dans les affaires. Aussi, on fait les transactions. Vous savez que quand on est en train de faire des affaires, il y a parfois des moments où des difficultés naissent. Il faut pouvoir transiger entre les parties pour qu'ils trouvent un accord amiable, préalable, pour éviter même de se trouver devant les tribunaux. L'agent d'affaires peut servir de témoin pour aider les personnes à trouver un accord et éventuellement, quand l'accord est trouvé, c'est mieux ainsi. On ne va pas devant les tribunaux, on a trouvé une solution et l'accord qui est trouvé fait office de la chose jugée au titre de l'article 2044 du Code civil. Cette prestation de serment vient pour mieux professionnaliser les activités des agents d'affaires. On écoute à nouveau Maître Kakou Rémy. Au départ, sans la prestation de serment, on travaillait un peu, on peut le dire, dans le vent. Maintenant qu'ils prennent un engagement devant les institutions judiciaires, alors c'est un poids sur le dos de l'agent d'affaires pour mener à bien son travail. Parce qu'en même temps qu'il doit rendre compte à celui qui l'a mandaté, en même temps, il doit être un opérateur, un professionnel outillé pour rendre service à l'État, pour éviter de rentrer dans des combines. Il doit faire son travail avec beaucoup d'équité et c'est l'engagement qu'il vient de prendre aujourd'hui. En 2019, on a prêté serment. En 2021, on prête serment et nous sommes convaincus que très bientôt, nous allons continuer à prêter serment pour les nouveaux nommés. Direction Korogo, où les résultats du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du brevet de technicien BT sont connus depuis le week-end dernier. 648 candidats ont pris part à ces examens, 563 ont pu franchir la ligne d'arrivée. Le taux de réussite s'élève à 86,88%. Cette année encore, les filles sont en tête avec 314 admises contre 249 chez les garçons. Siekwasi pour les détails. Centre de formation professionnelle de Korogo, il est 14h, la cour grouille de monde. Non loin du mât, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et du brevet de technicien se bousculent pour regarder leur nom sur les listes affichées par le jury. Yao Laetitia vient d'être délivrée, ça a marché comme on le dit couramment, la famille l'attend. Elle a l'air très pressée. Gigi, d'abord chérie, j'ai compté sur moi-même. De la maison, j'avais peur là. Je suis contente de m'attendre à la maison. On va fêter ça. Un peu plus loin, devant une salle, de longues files se dressent pour le retrait des collantes sous des manguiers. Déborah Soro-Terenime a enfin les yeux sur ses résultats. Elle est très fière. IF1, il y a eu 13, IF2, 12, IF3, 13. On m'a remis attestation de réussite. J'ai appelé à la maison tout de suite. Le constat est clair, les filles du Poro continuent de saisir la perche tendue par le gouvernement pour la formation. Chez les garçons, c'est plutôt le revers de la médaille, surtout cette année. Le directeur du centre de formation professionnelle de Korogo accuse avant tout les parents d'élèves. Soro Salifou. Ils ne viennent pas du tout à l'école, ils sont totalement absents de l'école. Dès la rentrée prochaine, nous allons tenir un langage très franc avec les parents d'élèves à suivre les enfants aussi bien à la maison que de temps à autre à l'école. Notons que 648 candidats au total ont composé cette année dans 13 filières. Parmi ces filières, les plus importantes, ce sont les CAP, sanitaire social et secrétariat, avec 90% de filles diplômées chaque année. Siekwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Quittons le nord pour l'est où le ministère chrétien Message de Vie a fait don de matériel médical au centre hospitalier régional de Bondoukou. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de la campagne d'évangélisation dénommée Tour 931 avec pour seul objectif manifester l'amour de Christ aux nations.
En Afrique du Sud, bientôt, un vaccin Pfizer-BioNTech sera produit. Un accord a été trouvé avec les laboratoires. Accord conclu avec Biovac, un institut basé au Cap et soutenu par l'État sud-africain. Ce sera d'ailleurs la première entreprise en Afrique à être impliqué dans la production d'un vaccin à base d'ARN messager. Biovac rejoint ainsi un réseau mondial de plus de 20 sous-traitants impliqués dans la production du vaccin Pfizer-BioNTech. En Espagne, plus de 200 migrants provenant d'Afrique subsaharienne ont réussi ce jeudi matin à franchir la haute clôture marquant la frontière entre Mélina et le Maroc et à pénétrer dans l'enclave espagnole, l'une des arrivées les plus massives de ces 2 dernières années. Au total, plus de 300 personnes ont essayé d'escalader la clôture munis de crochets et 238 hommes sont parvenus à entrer en Espagne un peu plus de 2 mois après une vague de migration inédite et une crise diplomatique majeure entre Rabat et Madrid. C'est sur cette information que nous mettons fin à ce journal, retenant pour l'essentiel que le président de la République et l'ex-chef de l'État vont renouer le contact. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont rendez-vous mardi prochain au palais présidentiel. Information émanant du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Et puis, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, édition 2021. L'événement s'ouvre cette semaine ici à Abidjan. Et puis, l'affectation en ligne en classe de 6e, l'opération démarre ce soir. Vous avez suivi dans ce 12 heures les précisions du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Vous aurez tout à l'heure l'invité du jour qui porte sur l'opération d'affectation en ligne de l'entrée en 6e qui débute ce jeudi soir à 23h59 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la 3e année consécutive de cette généralisation après la phase pilote. Pour en parler, Paul Philippe reçoit Madame Eilé Viviane Kassi, sous-directeur de l'orientation à la direction de l'orientation et des bourses au ministère de l'Éducation nationale. Mais pour l'heure, je vous invite à suivre le dossier culture avec Nadège Kofi qui nous fait découvrir le Tchéndan Festival ou le festival du pain traditionnel baoulé qui aura lieu du 12 au 15 août prochain à Bomizambo et Condé Yaokro, épicentre du peuple Gomi de Thiébissou. Tchéndan, entendez par là, de façon littérale, grand jour en langue baoulée. En d'autres termes, jour de fête. Et les jours de grande réjouissance, le pain baoulé est mis par tous, hommes comme femmes. Quelle est donc l'histoire du pain baoulé, ce pain qui symbolise tout un peuple? Nanan Kwakuyao Daniel, chef de tribu du peuple Bomi. En baoulé, waoulé tani, mais du pain baoulé. En fait, le Bomi, en 1800, a appris à tisser auprès de nos voisins. À l'époque, les gourous qu'on appelait les Koueni. C'est auprès d'eux que le Bomi a appris à tisser ce pain. Et le Bomi a transformé en sa manière, en créant des motifs et des couleurs. C'est comme ça qu'est né le pain baoulé. On aurait pu l'appeler pain Bomi, ça n'aurait pas eu de succès. Le peuple Bomi est détenteur du label du pain baoulé auprès de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire, OAPI. Mais d'où provient le coton utilisé par les baoulés? Nanan Kwakuyao Daniel nous répond. Il faut dire qu'avant, il y avait du coton ici. Et c'est nos grands-mères qui tamisaient le coton. Puis bon, il y avait un autre appareil pour rebobiner ça. Et puis on tissait avec. Et ces pailles sont très lourds. Aujourd'hui, on ne peut pas les attacher parce que tout est du coton et puis c'était bien lourd. Mais aujourd'hui, c'est avec des fils modernes. Vous avez vu que les gourous n'ont pas changé de modèle de paille. Depuis combien d'années, leurs motifs sont restés intacts. Mais nous, on a transformé. Aujourd'hui, il y a des pailles où on dessine un éléphant dedans. Le président ou vous-même. Voilà, c'est l'imagination. Une richesse culturelle qui a donné naissance à un festival dont nous parle le commissaire du Tchéndan, Ousmane Bané. Je pense que pour la Côte d'Ivoire, ce qui représente notre identité, c'est certes le café et le cacao, mais c'est aussi et surtout nos pains traditionnels qui permettent déjà des visus de nous identifier et de dire ça, c'est de l'Ivoirien. C'est une grosse richesse et justement, le Tchéndan Festival a tous les ingrédients pour faire la promotion de ces différents pains traditionnels. Un métier un peu complexe, selon le président de la coopérative des tisserands de Condé à Okro, Kwasi Kwame Sylvestre. Dans notre métier, nous n'avons pas de mesures exactes, mais nous avons plus ou moins une idée de la longueur. C'est-à-dire, à travers cette longueur, nous savons combien de bandes nous pouvons obtenir. Pour obtenir un pain, vous allez voir, d'autres vont vous trouver 22 bandes, d'autres 10 bandes, mais en réalité, il n'y a pas de différence parce que
nous n'avons pas tous les mêmes matériels de travail. C'est en fonction de nos matériels de travail, soit on fait les bandes à 22 ou bien à 20. Ici, à Condé Yaoukro, ça, c'est un élément très important pour nous. En tout cas, les bandes sont bien longues, de sorte à ce que les clients soient à l'aise dedans. Il faut le dire, les femmes n'ont pas le droit de tisser, mais elles interviennent dans la teinture, la filature, le design et surtout la vente et l'utilisation du pagne baoulé. Pour l'édition 2021, le Tchindon Festival s'articule autour du thème Femmes et tenues traditionnelles. Les explications de Ousmane Bané.